Bon, décortiquant tout ça, aujourd'hui, on s'attaque à une question qui paraît super simple en surface, mais qui cache en réalité un univers d'une complexité vertigineuse. Ah oui, complètement vertigineuse. Qu'est-ce qui constitue réellement un corps humain sain? Et attention, on ne parle pas ici d'avoir un bon cardio ou de manger ses 5 fruits et légumes par jour, hein. Non, pas du tout. On plonge vraiment au niveau microscopique, à l'échelle des milliards de locataires invisibles qui peuplent notre organisme. Et pour notre plongée d'aujourd'hui, on s'appuie sur un document absolument monumental. Un document historique même. C'est ça. C'est une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature en 2012 et elle a été réalisée par le consortium du Human Microbiome Project. Le fameux projet du microbiome humain. Exactement. Et l'amorce de toute cette recherche, la chose qui capte immédiatement l'attention quand on lit ces pages, c'est un constat incroyable. Même chez des individus en parfaite santé, les microbes qui nous habitent diffèrent d'une personne à l'autre de manière absolument spectaculaire. C'est vraiment le cœur du sujet. Il n'y a pas deux personnes pareilles, même si elles affichent toutes les deux une santé de fer. Et je trouve ça dingue. Ce qui est fascinant ici, c'est le changement de paradigme fondamental que cette publication a imposé au monde scientifique. C'est-à-dire? Pendant des décennies, voire des siècles en fait, la médecine s'est surtout concentrée sur les microbes en tant qu'agents pathogènes. Les méchants microbes, quoi. Voilà. On cherchait la bactérie spécifique qui causait une maladie spécifique. Le bacille de Koch pour la tuberculose par exemple. Mais le but de ce vaste projet, le Human Microbiome Project, ce n'était absolument pas de lier des microbes à des pathologies. L'approche était totalement différente. L'objectif était d'établir une ligne de base. À quoi ressemble la normalité au sein des communautés microbiennes d'une population saine? Parce que pour comprendre un système qui dysfonctionne, il faut d'abord cartographier ce qui fonctionne correctement. Ce qui est très logique au final. Très logique, oui. Et l'échelle de cette cohorte est sans précédent pour l'époque. On parle de 242 adultes en bonne santé, rigoureusement sélectionnés, sur lesquels on a prélevé près de 4800 échantillons, C'est massif. et répartis dans 15 à 18 habitats corporels différents. Et c'est justement cette rigueur dans la sélection qui est frappante quand on regarde l'étude. On a souvent tendance à oublier à quel point il est difficile de définir un humain sain pour une recherche de cette ampleur. C'est un vrai défi clinique. Les chercheurs ne se sont pas contentés de prendre des volontaires au hasard dans la rue. Il y a eu un processus de sélection clinique extrêmement strict. Oui, il fallait s'assurer qu'aucun de ces 242 individus ne souffrait de maladies inflammatoires, Ou de problèmes immunitaires. ou même qu'ils n'avaient pas pris d'antibiotiques récemment. Exactement. L'idée, c'était vraiment d'isoler le bruit de fond naturel de l'humanité sans interférence. Mais ce qui donne le vertige aussi, ce sont les moyens techniques qui ont été déployés. Dans le document, on parle de séquencer 4,5 térabases de données génétiques. C'est astronomique comme chiffre. Ah, c'est gigantesque. Et c'est là qu'il faut mentionner une révolution technologique cruciale pour comprendre cette étude. La fameuse métagénomique. C'est ça. Historiquement, pour savoir quelles bactéries vivaient dans la bouche ou sur la peau, il fallait les cultiver dans des boîtes de pétri en laboratoire. On les faisait pousser. Voilà. Le problème, c'est qu'une immense majorité des microbes qui vivent sur ou dans nous refusent tout simplement de pousser en laboratoire. Ils sont capricieux. Disons qu'ils ont un besoin vital de leur écosystème naturel. Du coup, avec cette étude de 2012, les chercheurs ont massivement utilisé la métagénomique. Au lieu d'essayer de faire pousser chaque bactérie une par une, ils ont prélevé un échantillon de salive ou de peau et ils ont séquencé absolument tout l'ADN présent d'un seul coup. C'est une lecture directe de l'environnement en fait. On prend tout en vrac et on lit les codes barres. C'est une excellente métaphore. On lit tout directement. Et les résultats de cette méthode de lecture directe sont hallucinants. Les chiffres de l'étude indiquent qu'ils ont réussi à répertorier entre 81% et 99% des genres bactériens, des familles d'enzymes et des configurations de communautés qui sont présents dans le microbiome occidental sain. C'est un recensement quasi exhaustif. Mais oui, total. C'est comme si des explorateurs avaient soudainement réussi à cartographier la quasi-totalité des espèces vivantes, non pas d'une petite forêt, mais d'un continent entier en une seule grande expédition. Atteindre ce taux de couverture, c'est carrément créer un véritable catalogue de la vie microscopique. Si on connecte cela à une image plus large, c'est exactement comme rédiger le tout premier dictionnaire d'une langue jusqu'ici inconnue. Avec sa grammaire, son vocabulaire.
Tout à fait. Avoir cartographié presque tout ce qui existe chez des personnes en bonne santé, cela offre enfin aux scientifiques une référence extrêmement solide. Avant ce dictionnaire, si un chercheur trouvait une souche bactérienne inconnue chez un patient atteint d'une maladie intestinale, Il ne pouvait pas savoir si c'était lié à la maladie. exactement, il lui était très difficile d'affirmer si cette bactérie jouait un rôle dans la pathologie ou si elle n'était qu'un locataire habituel et complètement inoffensif. Ah oui, je vois. Mais avec cette couverture de 81 à 99% de la diversité saine, la science médicale dispose d'un outil de comparaison fiable, que ce soit pour des diagnostics précoces ou même de nouveaux traitements. Super clair. Pour faire un petit résumé de l'expert, afin de synthétiser cette première étape, Oui, pour récapituler cette première étape de manière simple, l'étude a dressé l'inventaire presque complet des microbes d'une population saine, créant enfin un dictionnaire de référence pour la science. c'est parfait. Et une fois qu'on a ce dictionnaire, on commence à lire les pages. Et c'est là qu'on découvre une géographie corporelle totalement inattendue. Une vraie géographie, oui. L'étude nous invite à ne plus voir le corps humain comme un seul et même environnement, mais plutôt comme une planète entière. Avec des continents très différents. Exactement. Des continents qui possèdent des climats radicalement différents. Les chercheurs ont cartographié ces fameux 15 à 18 habitats, allant des muqueuses buccales aux plis de la peau, en passant par le tractus gastro-intestinal et vaginal. Tout a été passé au peigne fin. Et la figure 1 de l'étude illustre ça de manière spectaculaire. Je trouve qu'il faut vraiment qu'on s'y attarde. Si on fait un petit tour du propriétaire de cette planète corps, on découvre des écosystèmes au fonctionnement diamétralement opposés. Prenons la bouche, par exemple. À la bouche, c'est un cas d'école. Les données montrent que c'est une véritable jungle luxuriante. Ça pullule de vie de toutes sortes. Oui, on parle ici d'une diversité alpha extrêmement élevée. La diversité alpha, pour préciser, La diversité alpha, c'est la mesure du nombre d'espèces différentes présentes au sein d'un seul et même habitat. La cavité buccale, avec la salive, la plaque dentaire, la langue, elle offre une multitude de micro-niches. des petits recoins pour tout le monde. C'est ça. Il y a de l'oxygène à certains endroits, beaucoup moins à d'autres, un flux constant de nutriments. Cela permet à une myriade d'espèces différentes de coexister. C'est un environnement très riche. Mais ce qui est fascinant, c'est le contraste total avec un autre habitat étudié dans l'article, le vagin. Quand on regarde les graphiques, la diversité s'effondre littéralement. La courbe plonge. C'est un environnement à très faible diversité alpha, souvent dominé par une poignée d'espèces, voire une seule. Alors pourquoi un tel contraste sur un même corps humain? Cela soulève une question importante sur l'évolution et la protection de notre organisme. Dans le cas du microbiome vaginal, une faible diversité est souvent le signe d'une santé optimale. Donc moins il y a d'espèces, mieux c'est. Dans cet habitat précis, oui. Cet environnement est généralement dominé par des bactéries du genre Lactobacillus. Leur rôle principal est de produire de l'acide lactique. Cette acidité agit comme un bouclier redoutable contre les pathogènes extérieurs. Un environnement très hostile pour les intrus. Exactement. Si la diversité augmente trop dans cet habitat spécifique, cela signifie souvent que ce bouclier est brisé, ce qui peut mener à des conditions problématiques comme la vaginose bactérienne. Donc selon le continent corporel, la règle de la santé n'est pas du tout la même. La jungle est saine pour la bouche et le désert hautement contrôlé est sain pour le vagin. C'est une excellente façon de le résumer. C'est une nuance cruciale. Et puis il y a la peau. Quand je parcourais l'étude, la peau m'a vraiment surprise. Ce n'est pas tant la diversité à l'intérieur d'un seul échantillon, mais la variation d'une personne à l'autre. Ah oui, la variance interindividuelle. L'étude montre que la peau, c'est le véritable Far West de notre anatomie. C'est là que l'on observe les plus grandes différences d'un individu à l'autre. La diversité bêta crève le plafond. Je nuancerai légèrement en disant que ce Far West s'explique très bien par notre mode de vie. La peau est notre principale interface avec le monde extérieur. Entre le chatou, Voilà, contrairement à notre intestin, qui est un tube fermé et relativement stable en termes de température et d'humidité, la peau est constamment exposée aux éléments, aux vêtements, aux produits d'hygiène, au contact physique avec d'autres personnes ou des animaux. c'est vrai. Il est donc logique que les communautés microbiennes qui s'y installent varient énormément selon qu'on vive à la campagne, en ville, qu'on soit agriculteur ou employé de bureau. Il y a d'ailleurs un détail que j'ai trouvé incroyablement poétique et inattendu dans les données spatiales de l'étude. Ce sont les narines. Les narines? Oui, les résultats sont très intéressants. On pourrait se dire que le nez fait partie du système respiratoire ou s'apparente à la bouche. Mais les analyses en composantes principales montrent que les narines agissent comme un véritable pont écologique. Une zone intermédiaire. Oui,
La composition microbienne du nez se situe exactement à l'intersection entre l'habitat luxuriant de la bouche et le Far West de la peau. C'est une zone de transition parfaite. Ce pont écologique est une excellente illustration du fait que notre corps n'est pas une série de boîtes étanches. C'est un continuum de biomes interconnectés. Tout communique. Mais il y a une conclusion de la figure 1 qui est peut-être encore plus importante que cette géographie. Les chercheurs ne se sont pas contentés de prélever une seule fois. Ils ont effectué des prélèvements de suivi sur une grande partie des volontaires. Dans le temps, Oui, en comparant les échantillons d'une même personne au fil du temps, avec ceux de personnes différentes, le résultat est sans appel. Les prélèvements d'un individu, même espacés de plusieurs mois, se ressemblent beaucoup plus que les prélèvements entre deux individus distincts. ce qui veut dire que notre flore microbienne est remarquablement résiliente. Très résilientes. En bref, pour récapituler cette partie géographique pour notre auditeur, chaque zone de notre corps fonctionne avec ses propres règles écologiques, allant de la haute diversité buccale à la faible diversité vaginale. Et surtout, en dépit de ces variations extrêmes d'une personne à l'autre, chaque être humain possède une véritable signature microbienne unique et très stable dans le temps. Exactement. Nous partons tous une empreinte écologique qui nous est propre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette stabilité individuelle nous amène à un paradoxe absolument monumental. Le grand paradoxe de l'étude. C'est le nœud du problème, le mystère central que cette publication s'attache à résoudre. Suivons le raisonnement un instant. On vient de prouver que chaque être humain possède une signature microbienne unique. Sur la peau, dans l'intestin, les communautés de bactéries varient énormément d'une personne à l'autre. Oui, le casting change tout le temps. Pourtant, tous les sujets de cette étude ont été rigoureusement sélectionnés parce qu'ils sont en parfaite santé. Comment peut-on tous être en bonne santé si nos moteurs tournent avec des pièces totalement différentes ? C'est la grande question. Si la santé nécessitait un assemblage précis de bactéries spécifiques, alors la majorité des gens testés devraient être malades ou présenter des dysfonctionnements, non ? C'est toute l'élégance de la biologie qui se dévoile dans les figures 2 et 4 de l'article. Pour résoudre ce paradoxe, les chercheurs ont utilisé la puissance de la métagénomique dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Au lieu de se demander qui est là, ils se sont demandé que font-ils. Ils ont analysé non plus les espèces bactériennes, mais les voies métaboliques. Les voies métaboliques, c'est les fonctions. C'est ça, les voies métaboliques, ce sont les fonctions concrètes que ces gènes accomplissent. Dégrader des sucres complexes que notre propre corps ne peut pas digérer, synthétiser des vitamines essentielles comme la vitamine K, ou encore produire des molécules anti-inflammatoires. Et c'est là que la magie opère dans les données. L'étude révèle que si les espèces spécifiques fluctuent de façon chaotique d'une personne à l'autre, le profil métabolique, lui, reste incroyablement stable au sein de l'ensemble de la population. La fonction reste la même. Pour ceux qui nous écoutent, j'aime bien utiliser une analogie toute simple pour comprendre ça. Pensez à une ville. Une ville avec ses habitants. Voilà, les individus spécifiques qui occupent les emplois, disons le boulanger, le chauffeur de bus, le médecin. Ils changent d'une ville à l'autre, le visage du boulanger n'est pas le même à Paris ou à Marseille. C'est évident. Mais chaque ville a toujours une boulangerie, elle a toujours un système de transport. Les bactéries changent, mais les métiers nécessaires à la santé sont toujours remplis. L'analogie est très pertinente. En écologie, on appelle cela la redondance fonctionnelle. La redondance fonctionnelle. C'est une stratégie de survie majeure pour l'écosystème global qu'est le corps humain. La nature a fait en sorte que de nombreuses espèces bactériennes distinctes détiennent le même manuel d'instruction génétique pour accomplir une tâche vitale. C'est super ingénieux. L'article scientifique distingue très clairement le portage de taxons, c'est-à-dire les espèces qui varient énormément, des voies métaboliques qui sont remarquablement conservées. Et cette variation microscopique descend à un niveau de précision que la science n'avait jamais pu observer à une telle échelle. Venant du dos de la langue, répartis sur 90 sujets différents. Un tout petit espace. Dans ce tout petit espace écologique, ils ont trouvé pas moins de 11 espèces distinctes de la bactérie Streptococcus. On parle plus seulement de grandes familles bactériennes, on parle de variations chirurgicales jusqu'au niveau de la souche. Des variations infimes. Le boulanger n'est pas seulement différent, il utilise un four légèrement différent chez l'un et une farine un peu différente chez l'autre. Et pourtant, le travail de digestion salivaire s'accomplit de manière tout aussi redoutable. Cette diversité au niveau des souches est cruciale, car elle permet à l'écosystème de s'adapter finement aux légères variations de l'hôte, sa salive, son alimentation, son système immunitaire, tout en garantissant que la fonction globale ne s'effondre pas. C'est une sécurité.
Si une souche de Streptococcus est décimée par un changement temporaire d'alimentation, une autre souche, légèrement différente mais ayant la même fonction métabolique, peut prendre le relais. Le casting des acteurs sur la scène change d'un individu à l'autre, mais la pièce de théâtre qui est jouée à la fin est toujours la même. Pour synthétiser ce grand paradoxe de manière claire. Pour synthétiser, peu importe quelle bactérie spécifique habite un corps, l'important est qu'elles accomplissent exactement les mêmes tâches vitales d'un individu à l'autre. La fonction prime sur l'identité. Et ça remet tellement de choses en perspective. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est la suite logique. Cela nous mène directement à une question brûlante. Si la santé n'est pas définie par une liste universelle de bactéries, si chacun a son propre casting, par quoi cet écosystème unique est-il façonné à la base? Comment on obtient notre propre casting? Qu'est-ce qui décide que telle personne aura telle communauté bactérienne et qu'une autre aura un profil totalement différent, si les deux sont saines? L'étude a recueilli énormément de métadonnées sur les participants pour tenter de répondre à cette question. En effet, les chercheurs ne se sont pas contentés de séquencer l'ADN, ils ont construit des modèles mathématiques complexes, des modèles linéaires multivariés. Des statistiques poussées. Pour faire simple, ils ont croisé l'immense base de données génétiques avec plus de 50 variables cliniques et démographiques des participants, pour voir s'il y avait des corrélations fortes. Et la figure 5 de l'article met en évidence des associations qui ont surpris beaucoup de chercheurs à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, Sam? On découvre que le pH vaginal, dont on a parlé tout à l'heure pour son rôle protecteur, et l'origine ethnique sont parmi les facteurs les plus fortement associés à la composition globale du microbiome. L'origine ethnique étant définie selon les catégories démographiques américaines de l'étude. Et je trouve que le plus étonnant, quand on regarde ce tableau, c'est de regarder ce qui n'a pas une grande influence. On pourrait s'attendre à ce que des marqueurs classiques de la santé, comme l'âge de la personne ou son indice de masse corporelle, le fameux IMC, bouleversent complètement le microbiome. C'est ce qu'on entend souvent. Surtout avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le lien entre l'intestin et le poids. Pourtant, dans cette cohorte strictement saine, l'étude montre que le poids et l'âge n'ont en réalité que des associations plutôt modestes avec la structure globale des communautés microbiennes. L'origine ethnique pèse bien plus lourd dans les modèles statistiques. C'est un point qui nécessite d'être bien contextualisé. Quand l'étude parle d'origine ethnique, il ne faut pas y voir un déterminisme génétique absolu. Il faut faire attention avec ce terme. En épidémiologie et dans les métadonnées américaines, l'ethnie est souvent un indicateur, un proxy, qui englobe une multitude d'éléments intriqués. Ça veut dire quoi concrètement? Cela inclut potentiellement quelques différences dans la génétique de l'hôte, oui, mais c'est surtout le reflet de fortes différences culturelles, de régimes alimentaires spécifiques transmis dans les familles, de pratiques d'hygiène, d'environnement géographique, Le mode de vie au sens large. et des toutes premières expositions aux microbes durant la grossesse et la petite enfance. L'alimentation, l'environnement, la génétique. Tous ces facteurs s'entremêlent pour sculpter notre flore au fil des années pour construire ce profil unique. Ce qui dresse un portrait fascinant de notre biologie. Notre écosystème intérieur est en réalité le reflet direct de toute notre histoire personnelle. Tout à fait. Pour résumer cette dernière partie, notre origine et certains marqueurs physiologiques dictent fortement la forme de notre microbiome, prouvant qu'il n'existe pas un seul modèle de santé, mais une infinité de variations normales. Arrivé au terme de cette analyse, si l'on prend un peu de recul, l'idée centrale qui doit rester en tête pour ceux qui écoutent, c'est que la notion même d'être bien informé sur la santé est en train de muter. C'est un vrai message de tolérance biologique. Le message de la science aujourd'hui est libérateur. Il ne faut pas chercher à obtenir un microbiome standard ou idéal qu'on essaierait de nous vendre sous forme de pilule miracle. La normalité biologique est, par définition, diversifiée. Vouloir imposer un casting bactérien unique à l'ensemble de l'humanité serait une absurdité écologique. L'important, encore une fois, c'est la fonction. C'est la fonction. C'est une conclusion qui ouvre l'esprit. Et pour clore notre plongée d'aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de rebondir sur un aspect précis dont on a discuté plus tôt. Le fait que nos échantillons microbiens sont uniques, surtout sur la peau, et qu'ils restent très stables dans le temps. La fameuse empreinte. Notre signature individuelle. Si on y réfléchit bien, cela amène une réflexion ouverte assez provocatrice à laisser mûrir pour notre auditeur.
Si notre microbiote cutané, ce fameux Far West, nous est si spécifique et qu'on le sème un peu partout au fil de la journée, Sur tout ce qu'on touche? se pourrait-il qu'à l'avenir, les scènes de crime ne soient plus du tout analysées uniquement à l'aide de l'ADN humain classique? Ah, c'est une excellente question. Imaginez des enquêteurs scientifiques qui relèveraient les empreintes microbiennes invisibles laissées par une personne sur le clavier d'un ordinateur, le volant d'une voiture ou la poignée d'une porte. S'il n'y a pas deux personnes avec le même microbiote cutané, on pourrait potentiellement identifier le passage de quelqu'un avec une précision redoutable, juste en lisant les bactéries qu'il a laissées derrière lui. C'est de la science-fiction qui devient réalité. Une perspective qui semble tout droit sortie d'un roman d'anticipation, mais dont les toutes premières fondations théoriques sont jetées par les données massives qu'on vient de parcourir aujourd'hui. Une idée fascinante à laisser mûrir dans l'esprit de l'auditeur. C'est toujours un plaisir de se plonger dans ces découvertes et de voir à quel point la complexité de notre propre corps a encore tant de choses à nous apprendre. Merci pour cet échange passionnant. Merci d'avoir suivi cette exploration détaillée avec nous et gardez cette soif d'apprendre.